c'est la conférence d'aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'annoncer donc la conférence qui va être animée par M. Bourrier sans qui s'intitule État AG, État de l'art des lieux de l'urbanisme. Je vais leur donner la parole et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Madame. Bonjour à tous. Je pense qu'on s'entend bien. Voilà, merci d'être venu, merci pour votre présence. Comme le disait Madame Cacher à l'instant, c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que nous retrouvons cette salle. C'est dans cette même salle où on avait en fait donné la première présentation publique de notre projet, et c'était en novembre 2017. Donc on revient là 5 ans après pour discuter un petit peu avec vous, pour faire un petit peu le point sur le projet, mais nous ne voulions pas pour cette fois-ci mettre l'accent uniquement sur ce qui a été fait, mais on voulait vraiment poser un certain nombre de questionnements qui nous semblent importants, surtout pour nous, architectes, urbanistes, mais surtout pour vous, pour les étudiants, et voir comment on pourrait aborder les problématiques d'urbanisme qui constituent un énorme défi, à mon sens. Et on ne mesure pas encore la portée de ce défi. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que nous posons ces problématiques. On n'a pas la prétention de donner des solutions, mais vraiment d'ouvrir le débat et partager avec vous tous ces questionnements-là qui nous taraudent et qui nous préoccupent et qui nous occupent l'esprit. Alors, juste avant de commencer, donc, comme on disait, en hommage à mon papa, qui a passé toute sa vie à Aleppo, et donc on a une pensée bien particulière pour lui. J'espère qu'il nous accompagnera pendant ce débat. Un autre grand monsieur qui vient de nous quitter, c'est Rachid Sidi Boumdine, et donc sociologue, urbaniste, et avec qui je n'ai pas eu malheureusement beaucoup l'occasion de discuter de vive voix, mais on avait pas mal échangé par email. Il nous a toujours encouragés. Et voilà, je voulais lui rendre hommage aussi aujourd'hui. Donc, peut-être commencer par cette illustration que tout le monde connaît, qui est un petit peu dans l'imaginaire de tous les architectes, toutes générations confondues, alors même que cette illustration a déjà un siècle, puisque le plan Aubu a été posé en 1930. Et pour nous, ça constitue autant une folie, une utopie bien sûr. On a toujours parlé d'utopie, on a toujours associé le plan Aubu à l'utopie, mais je pense que dans l'esprit de Le Corbusier, il avait une autre démarche, il avait une autre vision, il avait peut-être une autre ambition pour notre ville et pour les villes en général. Donc, pour nous, Alger a toujours constitué, comme c'est écrit ici, donc c'est un modèle pour nous, mais on l'a toujours utilisé comme aussi un exemple et comme prétexte à tout ce qu'on a fait, on a pu faire comme travaux et comme réflexion, parce que d'abord parce que c'est notre ville, ce qui est normal. Ensuite, parce qu'on est architecte, donc on a été formé, on est né ici, on a fait l'école d'architecture, donc on sait, on vit ça dans notre chair. D'ailleurs, pour arriver aujourd'hui, on a mis presque 1 heure, et déjà, c'est des problématiques qui redondantes et qui reviennent systématiquement, et à travers lesquelles on se doit de se poser des questions, notamment vis-à-vis des mobilités et des transports en commun. Et pour nous, Alger aussi,
c'est surtout un laboratoire et un échiquier urbain. Donc, c'est-à-dire que tout peut se jouer sur Alger actuellement, parce que toutes les possibilités sont ouvertes. On a toujours dit qu'il fallait ouvrir le champ des possibles. Donc cette baie magnifique, ce site magnifique, avec ses contradictions, mais aussi avec tout ce qu'elle génère comme dynamique et comme ambition sur le plan urbain. Donc, pour nous, Alger se doit de rester à l'avant-garde. Elle a été, je pense, parce qu'on l'oublie souvent, elle a été de tout temps. Quand on voit cette iconographie datant de 1690, donc je pense prise par des voyageurs hollandais, on voit que c'est pratiquement le Manhattan d'aujourd'hui. Donc imaginez ce site, imaginez la réaction ou la stupéfaction de ces voyageurs en approchant Alger à travers sa baie et en voyant ce site. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui nous a marqué, et je pense que c'est une leçon, et dire que Alger a été toujours à l'avant-garde et qu'elle est prête à relever de grands défis. Ça fait partie, voilà, leçon d'ADN. Donc on avait parlé du Corbusier, donc avec le plan bu, je vais passer rapidement. Une des autres, par référence, mais en tant qu'architecte, ça nous a forcément marqué. Donc le film, pour un film datant de 1927, de Fritz Lang, donc Métropolis, a pu se projeter dans un futur, c'est-à-dire un siècle après, et être aussi proche, pour nous, parfois, de la réalité. Donc il faut se remettre dans le contexte historique, et pour nous c'est absolument fabuleux, et ça reste une inspiration. Donc tout ça nous mène en fait à regarder Alger autrement et à dire qu'il y a des choses à faire, qu'il y a un gros travail à mener sur cette ville, même si beaucoup de travaux ont été menés, beaucoup de plans ont été dessinés. C'est quelque chose qui fait partie maintenant de notre patrimoine. Donc, d'ailleurs, Rachid Sidi Boumedienne, à travers ses ouvrages, il a bien mentionné, il a bien décrit toute cette historique des différents plans qui ont tenté de réguler la ville d'Alger. Alors, juste une petite chronologie de ce que nous avons fait, ce que nous avons tenté de faire, du moins en 5 ans. Donc, en lançant le projet, on a fait un concours international d'idées, on a fait une rencontre qu'on appelle la rencontre d'Alger en 2019. Donc en fait, on a essayé de porter à chaque fois la voix d'Alger et l'image d'Alger à travers différents discours, différentes expositions, en fait par tous les moyens, par tous les vecteurs de communication possibles. Parce qu'on se doit, nous en tant qu'architectes, d'être aussi ambassadeurs de nos villes. Et donc nous y sommes aujourd'hui. Alors, si on commence à parler, donc on avait dit qu'on tenterait de parler de l'état de l'art et des lieux de l'urbanisme. Donc pour nous, il nous semble que, enfin c'est l'histoire qui le dit, donc après la révolution industrielle au XIXe siècle, donc il y a eu l'émergence du mouvement moderne et du mouvement postmoderne par la suite, donc tout le long du XXe siècle. Un siècle après, on se retrouve encore une fois avec une nouvelle révolution qu'on appelle révolution technologique, donc révolution des moyens de communication, de l'Internet, de la vitesse en général, et donc peut-être de l'hypermodernité. Et malheureusement, notre métier, notre profession, notre pratique du métier se retrouve soudainement en porte-à-faux, c'est-à-dire elle se retrouve un petit peu dépassée par les événements,
parce que le temps de l'architecture n'est pas le temps de la communication actuelle et de l'accélération qu'on vit actuellement. Et donc, je pense que l'architecture et l'urbanisme devront eux aussi muer et s'adapter à ce temps et à cette vitesse. Alors là, on a mis échec, mais en fait, on pose la question. Mais la question, elle se pose, mais d'un autre côté, la réponse, elle se lit d'elle-même pratiquement, parce que ce qu'on vit actuellement, au quotidien, nous conforte dans cette idée qu'il y a eu quelque part un échec de la planification urbaine. Mais ce n'est pas propre à Alger, il faut le comprendre, donc c'est propre pratiquement à toutes les, peut-être les grandes métropoles en devenir, comme Alger, et où donc cette évolution nous échappe. J'avais cité donc les différents plans qui ont tenté de réguler, de contenir Alger, essayer de l'accompagner dans son développement. C'est des plans qui ont bien sûr apporté chacun leur partie bien sûr de points positifs, mais aussi une partie aussi d'aspects qui n'ont pas été aboutis, et c'est tout à fait normal, il nous semble. Donc, cela nous mène à poser la question concernant les instruments d'urbanisme et dire est-ce qu'on est dans une sorte d'obsolescence, c'est-à-dire que les instruments dont on dispose pour régir donc nos villes et nos métropoles, et encore une fois, je ne parle pas uniquement d'Alger, est-ce qu'on n'est pas dans un tournant où il faudrait peut-être repenser ces instruments-là? Comme je disais, donc c'est une problématique mondiale actuellement. Nous avions posé la question à Madame Phyllis Lambert, qui est actuellement la doyenne des architectes. Madame Lambert, c'est elle qui a été à l'origine de la construction du fameux bâtiment, le Seagram Building à New York, en compagnie de Miss Bandero. Et elle était la fondatrice du Centre canadien d'architecture. Elle a 95 ans et elle continue à pratiquer comme elle peut. En tous les cas, elle a eu l'amabilité de répondre à nos questions. On lui a posé justement cette problématique par rapport à ce nouvel urbanisme, l'émergence d'un nouvel urbanisme. Donc, on lui a posé, je vous invite à consulter le blog où vous avez toutes ces réponses à elle. Voilà. J'avais dit qu'on avait organisé la rencontre d'Alger en 2019, où déjà on posait la question sur la nécessité d'aller vers un nouvel urbanisme. Et c'est un événement, je pense, qui, en tous les cas, qui nous a marqué parce que des penseurs, on va dire comme ça, surtout en matière d'urbanisme, nous ont accordé leur confiance et nous ont un petit peu parrainés, même beaucoup, et nous ont confortés toujours dans l'idée d'aller dans cette réflexion et de continuer à réfléchir, à aller dans ce sens. Alors, pour nous, Alger est une grande métropole. Elle a ceci dans son ADN, elle ne peut être autrement. Donc, on aura beau essayer peut-être certains de l'enfermer dans un carcan ou dire que non, peut-être que Alger, finalement, ce ne sera pas le cas ou elle sera amenée à se développer ailleurs. Mais pour nous, c'est une grande métropole. C'est une grande métropole aussi qui sera durable, qui sera résiliente, mais surtout innovante. Alors, actuellement, nous sommes dans l'aire métropolitaine d'Alger. On n'a pas les chiffres exacts, mais on estime qu'on est à 7,5 millions. D'ici très peu de temps, donc dans le temps urbain, on sera probablement rapidement, on va arriver à 15 millions d'habitants. Donc, d'où la nécessité de prendre sérieusement cet aspect-là. Alors, il ne s'agit pas de
de dire qu'on pourrait tout simplement déplacer la capitale ou de changer de centre ou d'agir de la sorte, pour des raisons simples, parce que dans l'histoire, on a vu que des capitales, enfin des villes nouvelles ont été construites afin justement de pallier à ces problématiques. Et donc les résultats, maintenant sont probants. On voit que Brasilia n'a pas empêché Rio de Janeiro, Sao Paulo de devenir encore plus grand et de devenir encore des giga-centres urbains. Donc on a fait un petit peu ce parallèle pour dire oui, il pourrait y avoir d'autres centres, mais Alger continuera de toute façon à se développer. Et donc il faut prendre en charge, pas dire que la solution est de déplacer le centre ou de le mettre ailleurs. On voit la concentration formidable là, c'est spectaculaire. Donc on passe notre temps, nous, à voyager sur Google Earth et à visiter ces grandes métropoles et voir ces tissus urbains. Alors, là, vous savez qu'au Caire, il y a une nouvelle capitale administrative qui est en train d'être construite. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste une partie, un district. Et ce même district, si on le rapporte à l'échelle d'Alger, à l'échelle, on a pris l'exemple de Bourzoul, donc ça représente déjà une grande partie de la ville. C'est pour vous dire l'échelle de ce projet urbain et pour avoir un élément comparatif. Alors, oui. Alors, ça c'est pour nous, alors ça a une importance capitale. Je ne sais pas si on voit ce qu'il y a sous les chiffres en mauve. Donc en fait, on avait lancé déjà l'idée d'une participation de notre capitale aux Jeux Olympiques de 2032 et à l'exposition universelle de 2030. Évidemment, donc, le temps est passé et donc ça a été déjà validé et pris. Et là, pour 2035 et 2036, on est déjà encore limite retard pour pouvoir prétendre à ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, Alger a cette capacité de se projeter dans le futur. Elle a cette ambition et il nous faudrait, comme toute grande métropole, je pense, un ancrage sur le long terme, c'est-à-dire s'atteler à des objectifs, essayer vraiment de nous projeter dans le futur et dire que voilà, nous sommes en mesure d'organiser des événements d'envergure internationale, mais pas juste pour le prestige. Donc il ne s'agit pas il ne s'agit pas d'aller dépenser de l'argent ou il y a eu des exemples où ces événements-là ont été contre-productifs pour certaines villes, je pense à Athènes notamment, mais justement essayer d'apprendre de ces expériences et dire que des événements comme ça peuvent vraiment participer à changer le visage d'Alger, à changer aussi son urbanisme, et voir comment aller au-delà, c'est-à-dire au-delà de ces dates. Ce n'est pas une finalité, mais comment ça va impulser vraiment une dynamique qui va aller au-delà de ces événements. Et comment, par exemple, réhabiliter, se réapproprier toutes les infrastructures, les équipements qui auraient été construits ou produits pour ces événements-là, et comment les transformer par la suite pour qu'ils bénéficient à la ville. Le Caire, d'ailleurs, est candidat pour 2036, pour les Jeux Olympiques. Voilà. Alors tout cela, bien sûr, nous mène à poser, bien sûr, des problématiques qui sont d'actualité, sur le plan climatique, sur le plan sanitaire, donc on sait tout, sur l'économie, l'exode. Donc il y a le COP27, la COP27 actuellement à Sharm el-Sheikh, où c'est chaque année, on repose encore le même problème du réchauffement climatique
Et là aussi, il nous semble qu'on a du mal à cerner ce problème et à se projeter, à prendre des grandes décisions en matière de gouvernance pour pallier à tout cela. Alors, on a été surpris, le monde a été surpris aussi par la crise de la Covid-19, par la pandémie. Et subitement, ces grandes métropoles et partout ailleurs dans le monde sont retrouvées démunies face à... Donc, on a toujours parlé du réchauffement climatique, mais on n'a pas pensé aux aspects, par exemple, une crise sanitaire comme celle de la Covid. On s'est retrouvés démunis, et un des aspects les plus marquants, en tous les cas celui qui m'a marqué, c'est comment des millions de mètres carrés de bureaux se sont retrouvés du jour au lendemain désertés. Et donc c'est des surfaces considérables qui sont devenues des espaces fantômes. Et donc les gens commençaient à télétravailler et dire que voilà, cette crise, on devrait apprendre de ce problème-là et dire qu'on pourrait peut-être penser les espaces demain dans les nouveaux centres autrement, donc des espaces qui soient flexibles, qui peuvent être reconvertis en fonction des circonstances. Ne pas oublier aussi que, ça c'est les chiffres de l'UN Habitat, donc 75% de la population mondiale en 2050 vont vivre dans les centres urbains. Donc ça, on y va inéluctablement, donc c'est quelque chose à prendre en considération de façon très très sérieuse. Si on revient à Alger, c'est l'expérience qu'on a eue ce matin, donc je pense que certains ont eu du mal à arriver à temps et nous en premier, donc c'est vrai qu'on est confronté à la pollution, à la congestion et au stress. Et moi, personnellement, je ne sors jamais sans utiliser, d'abord consulter mon Google Maps. Et ça, c'était hier, donc ça allait encore. C'était 47 minutes pour arriver à l'Epau, mais aujourd'hui, c'était pratiquement 1 heure, quel que soit le trajet. Oui, alors, oui, voilà. Oui, non, j'ai compris. Mais en fait, il s'ajuste en temps réel, voilà. Mais ça reste dans la fourchette. Quand c'est rouge, c'est rouge. En général, ça, on ne se trompe pas. Et donc, rajouter à tout cela la démographie, la forte démographie, donc les moyens de communication dont on parlait tout à l'heure, les nouvelles technologies. Donc, on se retrouve subitement là aussi, on va parler de révolution technologique, à devoir composer avec ces instruments-là et ces outils-là. J'ai vu hier un tweet où il parlait des programmes qui vont être les plus demandés en 2023, et on le voit, donc ils sont connus. Et une des questions qu'on a posées à Madame Lambert, c'était justement est-ce qu'il ne va pas y avoir l'émergence d'un nouveau langage urbain, qu'on a appelé urbanmatic, c'est-à-dire un langage en fait qui fait d'algorithmes, fait d'informatique, où il doit composer avec la ville de demain. Est-ce qu'on ne devrait pas, ça c'est une question qu'on avait posée aussi, coder la ville demain en Python? Donc c'est une métaphore, mais peut-être qu'il peut devenir réel. Donc je pense que l'architecte actuellement, c'est pour ça qu'on a invité aussi les gens, les étudiants de l'école d'informatique, les étudiants de l'école polytechnique, les étudiants de l'école travaux publics, parce qu'en fait, l'architecte ne peut plus être isolé et penser juste à travers son objectif, et vraiment devoir composer avec d'autres langages et d'autres disciplines. Donc, depuis 2017, donc je disais qu'on avait cette prétention peut-être, mais en tout cas avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas de la prétention en tous les cas au sens péjoratif du terme, mais pour nous il fallait un acte fort et fondateur du nouvel AG, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une impasse, qu'il fallait absolument tout renverser, revoir les choses autrement, prendre Alger par l'autre bout et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, l'AB est au centre de toutes ces préoccupations.
on ne peut pas faire autrement de toutes les manières. C'est-à-dire, le nier serait vraiment être de mauvaise foi. Donc la baie fait partie d'Alger, et pour nous, c'est un territoire urbain. Ce n'est pas quelque chose qu'on contemple uniquement, ou qu'on souvent le dit à qui on tourne le dos. Pour nous, la baie fait partie d'Alger, fait partie de son ADN. Et lors de la triennale de Milan, en 2019, donc, on a exposé le projet en disant que la baie est un territoire réparateur, rassembleur et réconciliateur. C'est-à-dire, la baie peut avoir un rôle éminemment important pour le développement futur d'Alger. Alors, première, pour nous, ça va être en trois actes. Premier acte. Alger dispose d'une énergie formidable, une énergie qu'on appelle métropolitaine, qu'il faut absolument libérer. Donc cette énergie, en fait, se retrouve confrontée à un obstacle. C'est un obstacle naturel ou c'est un obstacle dû à des fautes de planification. Parce que du jour au lendemain, dans les années 1980, on a décidé que Alger se développerait plutôt vers le sud-ouest, plutôt que vers le sud-ouest que vers l'est, alors que le développement naturel d'Alger se fait pour nous et devra continuer à se faire vers l'est, mais une barrière a fini par se mettre en place par manque, je pense peut-être, d'erreur ou de faute de planification. Donc on s'est retrouvé à un tissu complètement qui bloque l'accès vers l'est. Et on le sent d'ailleurs, pour tous les déplacements, on voit que Alger est scindé en deux. Si on veut se déplacer de l'est à l'ouest, il y a nécessairement un problème. Les gens y pensent à 3 à 4 reprises avant de faire le trajet. Donc, libérer cette énergie métropolitaine et ouvrir le potentiel sur l'est ou vers l'est. Donc, aller vers ces territoires-là, recréer cette connexion, recréer cette liaison. En faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va insuffler une dynamique urbaine. Une fois qu'on va pouvoir reprendre position à l'est de la baie, à ce moment-là, on pourra constituer ce lien, pratiquement tisser, reconnecter le futur de notre ville avec son passé. Donc, si on imagine un nouvel Alger à l'est d'Alger, à l'est de la baie, on imagine bien à ce moment-là reconnecté au passé d'Alger, donc à la Casbah, au tissu ancien, colonial, etc. Donc pour nous, c'était aussi une manière pas de connecter que l'est à l'ouest, c'est pas géographique uniquement, mais c'est historique. Donc on a un futur Alger qui va se mettre en place, on a le passé et on veut que la baie soit au cœur de ce processus. Alors ce processus-là a abouti à cette matrice urbaine et cette proposition, où dire que la baie aura demain un rôle éminemment métropolitain. La baie sera enfin libérée des contraintes. Il faut savoir que la baie est extrêmement polluée, que la baie actuellement souffre d'un certain nombre de problèmes. Donc la faune et la flore est dans un état catastrophique. Et dire qu'on a cette barrière qu'on a toujours eue vis-à-vis de la mer, cette difficulté d'accès, elle a été encore accentuée ces derniers temps. Donc, pour nous, il s'agit donc tout simplement d'imaginer, de construire et de produire aujourd'hui le patrimoine de demain. C'est-à-dire qu'on a hérité d'un certain patrimoine de toute la ville actuelle, y compris des erreurs actuelles, mais ça constitue un patrimoine et chacun se doit de construire son patrimoine de demain, donc à réfléchir sur son futur. Donc une des raisons qui nous ont mené à remettre la baie au centre du jeu, donc c'est vraiment
quelque part remettre le centre géographique d'Alger autour de la baie. Dire que ce centre-là qui commençait à nous échapper redevienne au centre du jeu. Et puis anticiper, préserver et développer toute cette partie est. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? D'ailleurs, j'ai entendu il y a 2 jours concernant le lac de Regaya, donc il y a un plan je pense, de sauvegarde pour toute la zone, parce qu'en fait la zone est dans un état lamentable. Donc il y a voilà. Donc c'est un tissu qui a été complètement délaissé, et c'est ce qu'on peut éviter pour toute la partie est. C'est vrai, alors on dit qu'il y a des terres agricoles à fort potentiel, c'est ce qu'on disait avant. Mais ces terres agricoles, ce qu'on a constaté à travers le temps, c'est qu'elles sont systématiquement prises, et donc grignotées, bétonnées, et donc finalement c'est supposer cette terre agricole qui représentait une certaine surface il y a 30 ou 40 ans, maintenant est réduite à peut-être à 50% ou à 30% de sa taille initiale. Donc nous, il est pour nous primordial de dire stop, de dire que ce secteur-là, cette partie est d'Alger, doit être préservé, mais comment on la préserve? C'est en anticipant et en prévoyant donc un programme qui lui soit à la hauteur. Donc on veut en fait enclencher une nouvelle dynamique urbaine, toujours vers l'est, intégrer la baie dans Alger, raccourcir les distances, multiplier les opportunités, donc, bien sûr y compris économiques, pour développer la capitale. Alors pourquoi tout cela? C'est pour créer un équilibre autour de la baie. Donc, les densités elles seront redistribuées, ainsi que les flux. Essayer de maîtriser toute la démographie qui va venir vers nous. Donc on a parlé d'exode, on a parlé des déplacements des populations vers les centres urbains. On veut maîtriser aussi le développement économique à l'est d'Alger et dire que ça peut être un haut potentiel. Donc on peut créer un pôle qui soit extrêmement attractif. Et donc tout cela pour contrôler aussi le foncier. Alors, la baie représente à peu près 80 km² de territoire. Et aussi, peut-être surprenant qu'on puisse aussi surprenant soit-il. Donc, pour nous, ce territoire-là peut en fait être un réceptacle pour un certain nombre d'activités. Mais des activités auxquelles peut-être on ne s'y attend pas nécessairement. Donc, quand on parle par exemple de production d'énergie verte dans la baie, quand on parle de faire des stations de filtrage et pour nettoyer l'eau de mer, quand on parle donc de créer tout un système pour régénérer la faune et la flore sous-marine, donc ça c'est un des aspects qui pourrait nous amener à aller vers ce territoire-là. Alors, je ne parle pas des autres aspects, bien sûr, des transports qu'on pourrait mettre en place, donc toute la matrice, on va en parler tout à l'heure. Tout ce qui est pêche et aquaculture, tout ce qui est... Donc, il faut aussi comprendre que nous avons prévu des haltes, ce qu'on a appelé des îles flottantes, sur la baie. Donc, c'est des systèmes, il faut imaginer, c'est des barges de béton flottantes, modulables, et qui peuvent avoir des surfaces extrêmement importantes et qui peuvent être constituées des haltes. Donc, il ne s'agit plus de traverser la baie ou de la visiter avec un bateau. Il s'agit vraiment de l'investir et de faire une pause. Concernant le nouveau pôle qu'on imagine à l'est, qu'on appelle Nudzaï City, donc il fait à peu près 5000 hectares. Donc c'est un pôle qui alors, avant, on parlait d'agriculture, on mettait l'agriculture, enfin, on mettait le côte à côte, donc le bâti, le travail, le logement, les parcs, l'agriculture, etc., l'usine, etc. Donc, nous, on essaye de réimaginer tout ça, et de toute façon,
nouvelles façons de faire l'urbanisme et de faire la ville de demain nous incitent à aller dans ce sens. Donc, en fait, dans une même parcelle, maintenant, on retrouve ce qu'on appelle de l'hypermixité, où on retrouve du logement, du commerce, des parkings, des bureaux, évidemment, mais aussi des jardins, des parcs, des salles de sport, des salles de cinéma. Donc, dans une même parcelle, en fait, c'est comme si on composait avec des clusters qui peuvent être demain peut-être autonomes en cas de crise ou en cas de situation d'urgence. Alors, à l'Est, donc il y a tout, on imagine tout ce nouveau pôle innovant, c'est vraiment un laboratoire urbain, qui peut recevoir jusqu'à 1,5 million d'habitants. Donc il va y avoir de la densité, mais c'est une densité maîtrisée cette fois-ci. Si on parle de bâtiments de grande hauteur, donc là, il ne s'agit pas... Donc, on peut avoir de la super densité dans un tissu complètement désorganisé et qui s'étale sur plusieurs hectares et qui, en fait, empiète sur l'agriculture et sur tout le foncier. Comme on peut dire, nous, il y a une alternative. On peut mettre tout ça sous forme organisée, sous forme d'architecture innovante, d'urbanisme innovant, où on va avoir de l'hypermixité, de l'hyperdensité, de l'hyperintégration. Alors, ça, oui, bien sûr, évidemment, c'est pour protéger le foncier qui est à l'est d'Alger et lui éviter le sort de Hamis et compagnie. Donc, c'est de ça dont on parle. Donc, il pourrait y avoir donc, un complexe olympique, une cité technologique, un centre financier, etc. Donc, on imagine des activités, un pôle d'attractivité, mais un pôle aussi technologique et d'innovation. Donc, la matrice revient globalement à ça, à dire que voilà comment tous ces projets-là pourraient s'intégrer dans cette matrice parce qu'il faut penser matrice urbaine. Donc mettre en place une matrice sur laquelle après tous ces projets-là seront en fait projetés. Voilà. Alors là on a expliqué rapidement juste les points d'ancrage. Donc là, c'est au niveau de Ketani. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues avec la pénétrante du frais ballon. Là, c'est au niveau du jardin d'essai avec la pénétrante des anacères et le ravin de la femme sauvage. Et là, c'est au niveau donc, de Temmenfust, là où on doit créer une nouvelle pénétrante vers le nouveau pôle urbain. Sur le skyline, donc, ça nous donnerait 3 points forts au niveau de la baie d'Alger, mais 3 points interconnectés, fluides, qui pourraient communiquer et de façon beaucoup plus efficace et optimale. Et sur le skyline, donc le relief en fait qui constitue la partie ouest d'Alger pourrait être compensé par le skyline du nouveau pôle urbain. Et donc, créer cette espèce d'équilibre entre l'Est et l'Ouest, entre le futur et le passé. Voilà. Alors, je vais passer rapidement maintenant. Voilà, sur le plan urbain, voilà ce que ça donne, sur le plan territorial. Donc, si on dézoome, on voit que Alger peut se développer donc Ain Bnian, Zeralda, etc., jusqu'à Boudouel et Regaya est pratiquement à la limite de Boumadès, de la ville de Boumadès. Le territoire. Donc, je vais passer rapidement parce que c'est des sujets qu'on avait abordés. Donc, on a parlé de pollution, isolement, pratiquement un site à l'abandon, où il va y avoir une réelle prise en charge sur le plan urbain et l'intégré au site d'Alger. Toutes les problématiques de trajet, de transport, donc réduire les distances, réduire le temps, imaginer donc des façons innovantes et nouvelles de se déplacer, y compris dans la baie, tout en
sauvegardant et tout en la préservant et tout en la visitant surtout, et offrir des mobilités à la carte, c'est-à-dire on propose du transport maritime, donc on peut imaginer tout ce qui est en bleu, donc c'est des nouvelles stations maritimes qui sont projetées, il y en a 7 tout autour de la baie, où il va y avoir donc un système de bateau-taxi, par exemple pour visiter les îles flottantes ou pour aller d'un point A ou d'un point B. Donc en fait, ce qu'on appelle mobilité à la carte, c'est-à-dire en fonction de vos priorités, vous pouvez vous déplacer lentement, vous pouvez vous déplacer rapidement, vous pouvez vous déplacer super rapidement. Est-ce que vous êtes un touriste? Est-ce que vous voulez flâner? Est-ce que vous allez au boulot? Est-ce que vous allez à l'épaule? Etc. Donc en fonction de votre état et votre besoin en temps réel, vous pouvez opter pour l'un ou l'autre. Donc vous avez le choix. Et ce choix est très important parce qu'en fait, c'est un choix qui va se faire sur votre téléphone directement parce qu'il y a une application en fait qui est dédiée à tout ce système qu'on a appelé EasyDesire, qui va en fait vous donner, en fonction de vos besoins, le meilleur trajet au meilleur prix, au meilleur moment. Donc, tout le monde sera en fait en mesure de pouvoir prendre des décisions rapides par rapport au temps. Est-ce qu'on est pressé, on ne l'est pas, par rapport au budget, sachant qu'on va offrir des avantages, par exemple pour tout ce qui est, on parle bien sûr de 2030 et au-delà, pour tout ce qui est par exemple covoiturage, voiture électrique, ou prendre le vélo, ou prendre par exemple le tramway. Donc ça c'est nouveau effectivement, mais il faut intégrer ça je pense dès maintenant. Voilà, donc on a proposé ça. Donc les mobilités à la carte sont au cœur du système. Ne plus se retrouver coincé dans les embouteillages, dans le stress, dans la pollution, mais dire que voilà, chacun en fait, c'est des vecteurs de mobilité. Donc chacun, en fait, au lieu de mettre tout le monde dans un même vecteur, dans un même tunnel, en fait, là, on va segmenter. On va dire celui-là va aller plus rapidement, celui-là va aller vite, celui-là va aller sur l'eau, celui-là va aller sur le pont, celui-là va prendre un bateau, celui-là va prendre un taxi, celui-là va prendre un covoiturage avec ses copains, etc. Donc, il faut vraiment réinventer la façon dont on se déplace sur Alger. Et la baie va contribuer largement à tout ça. Alors, on a dit oui, mais pourquoi pas même un hyperloop, c'est-à-dire un transport ultra rapide. Alors, ce qu'on a, donc là, il y a plein d'exemples, nous ne sommes pas en train d'inventer, c'est des choses qui existent. Il suffit de voir ce qui se fait de mieux et intelligemment l'adapter aux besoins de notre capitale et à notre culture et à notre moyen, à nos méthodes de se déplacer. Donc là, par exemple, on a Singapour, on a Hanoï, voilà. Et ici, on a Doha, on a Dubaï. Les exemples ne manquent pas et ni la technologie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les grandes villes, c'est vrai qu'au XXe siècle, on construisait des ponts. C'était des ponts en béton, des ponts en acier, des ponts à haubans, des ponts. Mais ça reste des ponts du XXe siècle. Donc c'est des ponts imposants effectivement, avec un engineering du XXe siècle. Nous, on veut complètement réinventer la manière de construire et d'imaginer un pont. Et d'ailleurs, c'est un des moteurs de... Donc il faut imaginer quelque chose de complètement nouveau que Alger peut être. Donc Alger peut être vraiment, là encore, à l'avant-garde pour traduire ces nouvelles mobilités. Pour les îles flottantes, donc, alors, en plus d'offrir des espaces de loisirs, de sport, d'aquaculture, de pêche, donc c'est vraiment des plateformes qui peuvent être génératrices d'énergie renouvelable. Le pont lui-même, d'ailleurs on n'appelle pas nous un pont, c'est un pont tech, c'est un pont technologique, c'est un pont connecté. Et ces plateformes le sont toutes aussi parce que tout est maintenant lié à la matrice. Et la matrice urbaine Alger XX, c'est ce qu'elle propose, c'est investir tous ces secteurs-là, et à toutes les échelles. Donc, pour nous, la baie, c'est un territoire urbain, c'est un réceptacle d'idées, c'est un conteneur pour de l'optimisme, pour de l'audace, pour de l'ambition,
Et c'est comme ça qu'on imagine, donc vraiment, réellement ouvrir le champ des possibles. Voilà, et après imaginer, tout est possible par la suite, comment Dzayel se déploie dans la baie. On peut prendre son thé, son pelouse, son plein sur les îles flottantes et contempler ce panorama magnifique à pratiquement 360 degrés, enfin tout l'amphithéâtre de la baie, à partir de l'eau. Dire qu'on peut, voilà, on a parlé des mobiliers à carte, donc chacun a le choix d'opter pour la mobilité dont il souhaite. On peut imaginer des super marathons sur l'eau. Là, on a fait un scénario où il y a le marathon international d'Alger, donc où on peut alors imaginer un marathon sur l'eau. Donc, c'est imaginer la portée et la symbolique par rapport à un événement pareil et surtout sa portée à l'international. Donc Alger a tous ses atouts, a tout ce potentiel-là. Il faut juste donc avoir en l'esprit que, comme on a dit, Alger comme laboratoire, comme échiquier urbain, comme prétexte, comme exemple, comme modèle, peut à travers tous ces grands projets ambitieux insuffler, en tous les cas entamer une réflexion sur le nouvel urbanisme, sur la post-Covid City. Là aussi, je vous invite, on a écrit à ce sujet sur le blog. Donc Alger, ville, monde. Imaginons Nouvelle Alger. Là, on a partagé avec des jeunes, on leur a dit chacun, et vous, quel serait votre Alger du futur. Donc on a eu des dessins, des croquis, des enfants donc, qui ont exprimé leurs souhaits. La mobilité, toujours au cœur d'Alger, au cœur de la baie. Les énergies renouvelables, c'est pas parce que c'est à la mode, c'est pas parce que c'est la COP27, mais c'est une réalité. Et la baie d'Alger peut être vraiment un moteur pour tout ce système-là. Donc si on doit parler, bien sûr, mais là je vais laisser après la parole à d'autres personnes pour aborder cet aspect-là technico-économique. Donc évidemment que tout ça est un projet extrêmement rentable, si on parle de rentabilité, mais la plus grande rentabilité, c'est d'abord le bien-être qu'on peut amener aux Algérois demain. Il y a la rentabilité, bien sûr, financière, et elle est évidente, et on a les chiffres, mais au-delà de tout cela, il y a la rentabilité sur le plan bien-être, où il fait bon vivre, une capitale qui peut être ouverte enfin sur la mer, qui peut être connectée, on peut relier donc, vraiment les deux rives de façon très très fluide, on peut se déplacer dans Alger, c'est-à-dire qu'on va retisser des liens, on va recréer de nouveaux rapports complètement inédits, peut-être qu'on avait avant mais qu'on a totalement perdu. Et toujours s'accrocher à de grands événements parce que je pense que c'est la clé, parce qu'une fois qu'on s'engage, on ne peut plus faire marche arrière, on peut dire ah non là c'est bon, je vais arrêter, non. Si je suis candidat à l'exposition universelle 2035, je dois mettre tous les moyens et toute mon énergie pour faire aboutir ce projet-là, pour construire Alger en conséquence et pour imaginer surtout le Alger d'après-événement, qui est aussi important si ce n'est plus. Voilà, ça c'est une déclaration qu'on avait faite, vous pouvez la retrouver, où on a souligné rapidement qu'il fallait une urgence, qu'il fallait une solution radicale, qu'il fallait une vision audacieuse, qu'il fallait un plan ambitieux pour aller de l'avant, et surtout qu'il fallait faire aujourd'hui et maintenant, parce que si on arrive à un point de non-retour, ça va être extrêmement difficile après de revenir en arrière. Vraiment. Surtout, moi je parle de la partie Est, c'est le peu de terres qui restent agricoles seront prises, seront, bétonnées, clignotées. Moi je pense qu'après, il n'y aura plus rien à faire. Voilà. Je vous remercie. Je vais juste laisser la parole rapidement à M. Chali. Je voudrais dire peut-être un mot sur l'aspect technico-financier du projet.
M. Charrier est ingénieur à la défense des chaussées, il a fait l'école de Lausanne et c'est notre ancien ministre des Transports et des Travaux publics. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation et cette initiative ambitieuse, mais néanmoins très utile à faire aujourd'hui. Parce que plus tard, ce serait peut-être trop tard. Je suis tout à fait de votre avis pour que il faut réfléchir aujourd'hui et planter les jalons d'un développement idéal pour Alger. Nous sommes arrivés en retard parce que la circulation a été déplorable. Et je crois que ceci justifie amplement les objectifs qu'on doit se fixer aujourd'hui pour développer la capitale. Je crois que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est utile peut-être pour les architectes, les ingénieurs, tous ceux qui sont présents, d'avoir à l'esprit que Alger a été pensé il y a très très longtemps, il y a plusieurs décennies, pour être développé vers l'Est. Il y avait un plan qu'on appelle le plan Comédor, le POG, et ce plan qui devait développer Alger très synthétiquement. Il y avait Hussein-Dey, ça partait de Hussein-Dey. Il y avait le centre des affaires là où il y a la foire. Il devait y avoir des centres urbains est et ouest là où il y a Bab-Souba. Il devait y avoir un centre gouvernemental un peu plus à l'est. Et enfin, à Dergana, il devait y avoir la cité diplomatique. Donc c'était bien réfléchi. D'ailleurs, l'autoroute est d'Alger que vous voyez, l'autoroute qui est au bord de la mer, a un terre-plein central qui fait 25 mètres. Et il était prévu à l'intérieur de ce terre-plein central une ligne de métro aérien avec des stations à Kharoba, à la foire, tout le long jusqu'à Dergana. Et puis, il devait y avoir un centre des affaires là où il y a la foire, avec 9 grandes tours, comme c'est ce qui s'est fait à Paris, pour ceux qui connaissent la Défense. Donc, il y a eu la crise. C'est là où je reviens à l'opportunité. À quel moment doit-on lancer ces initiatives? On est en 80, début des années 80. Il y a eu la crise. Sonatrach, qui devait construire les 9 tours, a dit on n'a pas les moyens de les construire, je ne construirai que 2. Le centre gouvernemental qui devait regrouper tous les ministères, avec le premier ministère ou le chef du gouvernement, a dit on n'a pas les moyens de construire. Et du coup, les ambassadeurs, ils ont dit si le gouvernement n'est pas à côté de nous, on ne va pas quitter Alger. Et tout le projet s'est écroulé. On aurait pu sauver Alger il y a 30 ans, 40 ans. C'est les années 70, la fin des années 70. Donc, vous voyez qu'on doit anticiper. Et l'anticipation, c'est aussi les moyens. Parce que nous pouvons bien commencer un projet. Bourzoul en est l'exemple. Bourzoul, pour ceux qui ont visité, est une construction qui est avancée, des gains techniques extraordinaires, autour de l'assainissement, l'électricité, le gaz, le téléphone, etc. On circule en voiture à l'intérieur des gains techniques. Ce ne sont pas des gains techniques, c'est des galeries techniques tout autour. On a bien réalisé les VRD, etc. Mais c'est resté à l'état vraiment de désolation.
quelque chose, puis on s'est arrêté. Alors imaginez qu'on entame l'urbanisation de l'Est d'Alger, puis qu'on laisse tout ça en étage. Donc, le problème du financement qui doit être assuré, quelles que soient les conditions économiques et financières du pays, est capital. Et je crois que c'est le point, de là, on peut être ambitieux, on peut développer les objectifs. Maintenant, pour revenir au projet GCAED, j'ai eu l'occasion de voir ce qui a été fait, ce qui a été proposé. Je vais donner juste un exemple de projet comme ça qui, au début, peut paraître démesuré, peuvent paraître ambitieux, peuvent paraître même surréalistes. Mais avec le temps, on constate qu'on a bien fait de le faire. Alors l'exemple le plus significatif, c'est la Tour Eiffel. Tout le monde connaît la Tour Eiffel. À sa construction, la Tour Eiffel a été dénoncée, elle a été critiquée par l'ensemble des Français, ou la quasi-totalité, y compris les Parisiens. Ils ont dit que c'est une catastrophe, cette Tour Eiffel. Au point où, je crois que c'était Chateaubriand qui était contre la Tour Eiffel, il disait le meilleur endroit de Paris, c'est la Tour Eiffel. C'est être dans le restaurant de la Tour Eiffel, au 2e étage ou au 3e étage, parce que c'est le seul endroit où on ne voit pas cette catastrophe. On est sur la Tour Eiffel, ils ne la voyaient pas. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, un peu plus d'1 siècle plus tard, la Tour Eiffel est le monument le plus visité au monde. Donc, si on fait une rétrospective, là, au début, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Elle a coûté très cher. Ils l'ont dit. Elle a coûté très cher au pays et c'est une catastrophe. Et pourtant, Dieu sait si aujourd'hui, on ne regrette pas d'avoir réalisé cette tour. Donc, j'ai pu voir la proposition d'ouverture de ce pont avec des îles intermédiaires, etc. Le projet, à mon avis, il est viable. À mon avis, il est rentable. Il n'y a aucun doute. Il est rentable aussi bien économiquement que financièrement. Il y a une petite différence. Quand on dit qu'un projet est rentable économiquement, ça veut dire que l'économie nationale gagne. Quand on dit qu'il est financièrement rentable, c'est quand c'est l'investisseur qui gagne. Donc c'est quand il y a un profit. D'accord? Par exemple, quand on réalise une autoroute, financièrement, le péage, etc., peut ne pas être très rétribuateur. On ne peut pas gagner sur le péage, peut-être. Mais l'économie nationale, elle gagne. Parce qu'on va réduire le temps de déplacement, parce qu'on va réduire les risques, parce qu'on va réduire les accidents, parce qu'on va, etc., etc. Tout ça, c'est l'économie nationale qui gagne. Prenez par exemple aujourd'hui, aller d'Alger vers Constantine ou Alger vers Oran, s'il n'y avait pas l'autoroute, quels que soient les griefs qu'on peut apporter à l'autoroute, ce qui s'est passé. Moi, je parle de l'infrastructure. Hein. S'il n'y avait pas d'autoroute aujourd'hui entre Alger et Constantine ou Alger et Oran, on mettra 10 heures ou 12 heures pour se déplacer. Avec tous les risques d'accident, de stress, de temps perdu, etc. Or, avec l'autoroute, on met 4 heures. Donc, économiquement, l'État a gagné. Parce que pendant les 6 heures, hein, le moteur tourne, c'est de l'énergie perdue, c'est la pollution, c'est le stress, c'est les accidents, etc., etc. En fait, au fond, où on se dit, l'économie du pays gagne, même si
financièrement, on ne gagne pas grand-chose. Donc on doit penser macroéconomie. On ne pense pas à ce que ça rapporte directement par le péage ou autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de péage, mais l'État, l'économie du pays est en train de gagner aujourd'hui avec cette autoroute. Parce que s'il n'y avait pas l'autoroute, on aurait gaspillé énormément d'énergie pour rien. Donc, ce projet-là, je reviens à le pont. Je ne sais pas si vous avez déjà montré un peu les schémas de cette infrastructure, qui va être d'abord qui facilite le développement des échanges. Aujourd'hui, on est venu, on a mis 1 heure pour venir d'Elbiara ici. On a mis 1h30 pour venir de Stawili. C'est une catastrophe. Quand il n'y a pas de trafic, je ne sais pas, le vendredi par exemple, on met 10 minutes, un quart d'heure maximum pour aller de Stawili vers Cobra. Maximum un quart d'heure, maximum. Aujourd'hui, on met 1h30. Vous imaginez qu'est-ce que ça représente? Un gaspillage énorme. Pour la petite histoire, vous avez parlé du Caire tout à l'heure. Je crois qu'il y a une étude économique de la Banque mondiale qui a déterminé que le coût de la congestion du Caire représente 3% du PIB du pays. Vous savez ce que c'est? C'est quelques milliards de dollars par an perdus. Comme ça. Quelques milliards de dollars par an. Mais personne ne le calcule parce que c'est une perte individuelle. Chacun de nous a perdu quelque chose. Hein? On a perdu. L'économie nationale a perdu quelques milliards. À Paris, à Londres, etc., les calculs ont été faits. Je crois qu'on tourne entre 1 et 2% du PIB du pays. Vous vous rendez compte? L'Algérie, je pense, son PIB est de 157 milliards de dollars ou 160 milliards. Si on perd 1% par an, c'est 1,5 milliard de dollars perdus comme ça, pour rien, par an, chaque année. Donc si le projet doit coûter, je ne sais pas combien, 4 milliards, 6 milliards, 10 milliards, ça veut dire qu'en 10 ans, on récupère notre argent. Voilà un peu la réflexion sur laquelle. Et je demanderai donc à nos jeunes architectes. Oui, vous êtes bien. Non, je parle pour moi. Donc, de pousser la réflexion jusqu'à l'estimation des coûts réels, du coût réel d'investissement, le coût de retour sur investissement, de façon à ce qu'il y ait plus de chances d'aboutir, d'avoir les pouvoirs publics sur son côté. Parce que je ne vous cache pas, aujourd'hui, dire qu'on va déplacer presque le centre d'Alger, ou développer, disons, l'est de la ville d'Alger, qui est une bonne chose, aujourd'hui, au pouvoir public, c'est dire, première question, combien ça coûte? D'accord? Et là, il faut être suffisamment ingénieux pour dire, ça coûte ça, mais ça rapporte 10 fois plus. Voilà, je vous remercie pour ce... Je voulais remercier M. Chani pour son intervention très très instructive. Et je voulais profiter de l'occasion aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à Nassim, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et il fête ses 50 ans, ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à l'assistance. J'aimerais bien intervenir. Bien sûr, Monsieur Brahimi. Je vais pas donner bonjour tout le monde. Je suis un ancien professeur de l'école qui a pris sa retraite il y a 2 ans, c'est ça? D'abord, je voudrais personnellement féliciter ce travail. Alors, vous savez, de nos jours, on parlait de visionnaire. Votre rétrospective concernant toute l'histoire de l'urbanisme, Cerda, Haussmann, etc. dans la ville. Maintenant, aux étudiants, il faudrait toujours lire l'histoire de l'urbanisme,
C'est très important pour comprendre les phénomènes et aussi la théorie. Je suis professeur et non pas économiste ni chef de chantier. Et tous les professeurs en architecture dans le monde entier, comme Eisenman, etc., qui ont enseigné à State over there from London for a long time, ils ont tous été aussi les initiateurs des visionnaires de voir des villes. Maintenant, la question de faisabilité, et je remercie monsieur le ex-ministre, comment se passe, c'est ça, monsieur Chiali, c'est ça, monsieur Chiali, qui ne nous a pas par contre dit pourquoi le Comédor, le projet, n'a pas été réalisé au temps de feu président Boumedienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tellement de projets, la ville nouvelle de Sidi Abdallah, tous ces projets ont été pensés par des scientifiques, par des architectes urbanistes, mais ça n'a pas été réalisé. À part quelques projets ponctuels. Quelques projets ponctuels, comme la Grande Mosquée par exemple, le centre CIC, Bourzoul en état de gestation, ça a été un grand problème. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années, monsieur le ministre, dans les années de planification, comment dirais-je, urbaine, dans le sens économie planifiée, c'est-à-dire c'est l'État qui décidait, seul l'État décidait, et c'est pour ça que j'ai enseigné, et tu sais très bien, Nassim, la prise de décision avec feu, ton papa là, on a fait des simulations, on a fait des réunions, on a joué des rôles, on a appris aux étudiants comment décider, etc. C'est très important. Et je suis fier qu'aujourd'hui, tous les étudiants que j'ai formés sont aussi prennent en considération l'aspect économique, qui est très important. Mais à vrai dire, disons la vérité, à quel moment sommes-nous venus à l'économie de marché? En 91. En 91 seulement. D'un seul coup. Avons-nous le temps d'arriver comme les grands exemples de pays qu'on appelle entre guillemets, il y a pays capitalistes qui sont comme la Grande-Bretagne, les USA, et les pays de l'Est. Il y a le bon capitalisme et le mauvais capitalisme. Et j'espère que le message est passé. C'est-à-dire que nous avons intérêt aujourd'hui à penser aux investisseurs. L'État ne peut plus prendre en charge, et je suis vraiment ravi et vraiment très intéressé concernant le programme. Je m'explique. Aujourd'hui, le gouvernement algérien a fait appel au tourisme. Je me rappelle, un paquebot est venu à Oran des touristes américains. On ne peut pas avoir un paquebot. Il faut, comme tu disais, avoir un port. Le tourisme est une rente aussi. Une très grande rente plus que le pétrole. Parce que le pétrole et le gaz, vu l'écologie et vu Sustainable Development, about all, tout ce qui est énergie renouvelable, etc., nous devons penser nous aussi à la peu de pétrole. Alors, en 2 mots, je ne vais pas dire que le projet n'est pas faisabilité. Il est faisable, mais avec des conditions. Avec des conditions. Il faut une équipe pluraliste, un partenariat international. Nous avons besoin de s'ouvrir. Vous savez, et même M. Chiali doit se rappeler que l'Algérie a été connue, le dernier festival en 1967, festival panafricain. C'est la seule. Quand je vais à l'étranger, je vais à New York, je vais à Londres, oh Algeria, oh yes, I remember the festival. Mais après 67, rien. On n'est pas connu dans le monde. À part, monsieur politique, voilà, ambassadeur, on a reçu le ministre. Mais il nous faut ces événements. Et même touristiques, en fait. Alors moi, d'abord, je félicite l'équipe et j'invite à tous les étudiants de penser à cette ville de l'Est. Je connais très bien, j'habite à Intania, et c'est vrai ce que tu dis. Il faut aussi dispatcher, pas concentrer tout sur Alger, mais même offrir la mobilité, dont tout le monde est d'accord, la mobilité c'est très important, mais aussi il faut aussi encourager aussi le transport public, les métros, les trams. Je ne suis pas contre la voiture, au contraire. Mais vous savez, on est aussi de la culture algérienne. Pourquoi les familles ne prennent pas beaucoup le transport public? Il y a un problème de mentalité, etc., d'éducation, je ne peux pas trop dire. Les sociologues, c'est vous en avez parlé. Même il comprend les taxis, parce que donc il faut avoir une mobilité échangée. Il faut attendre aussi que les mentalités évoluent de la citadinité. The city, by the way. You live in New York, for example. I am from the city, not from the town. I am not from the town.
Donc la vie, la citadinité, il faut revenir au temps de 1769 que tu as montré Alger. Au temps d'Alger, c'était que Alger, la capitale, était la ville la plus citadine, une parmi une du monde. Alors moi, j'encourage beaucoup, et moi je suis vraiment art. J'ai beaucoup aimé l'art urbain, l'art des termes, et ça, il faut revenir à l'art de la vie. Et je vous remercie, et merci, et bravo, merci infiniment. Et voilà. Ça me ferait plaisir, surtout les étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier, alors, je voulais souligner justement un aspect du projet. Avec l'accord de Madame la directrice, Madame Gia, qui nous a invités, qui a eu l'amabilité de nous inviter aujourd'hui à donner cette conférence. Donc on veut vraiment propulser cette vision, ce projet à travers les ateliers, à travers donc, tous les différentes cycles d'école d'architecture. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'école d'architecture. On veut vraiment ouvrir ce projet parce que, comme vous l'avez dit, M. Brahimi, c'est un projet transversal, multisectoriel, qui touche à tous les domaines, l'environnement, les travaux publics, le tourisme, l'urbanisme, bien sûr, l'économie, les finances. Donc ça touche à tous les secteurs. Donc c'est un projet multisectoriel, transversal, et tout le monde doit contribuer. À commencer par les étudiants et dans toutes les écoles. Donc on veut vraiment essayer d'implémenter ce programme de façon peut-être informelle dans un premier temps, donc il ne s'agit pas, mais déjà semer cette graine et dire que voilà, on peut se mobiliser autour d'une vision, d'une idée, d'un projet, celui-là ou un autre, hein. Donc je ne dis pas, il n'y a pas d'exclusivité de ce projet, mais c'est important, je pense, de semer des graines comme ça dans les ateliers, dans les écoles, dans les grandes écoles, et dire que voilà, on peut se fédérer et réfléchir à notre avenir et à notre futur, en tous les cas sur le plan urbain. Oui, monsieur. Oui, voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à l'aspect financier et économique. Donc, je suis Samuel Bourklich, je suis un conseiller technique au sein de la GIZ, la coopération allemande. Voilà. Aujourd'hui, je suis là parce qu'on travaille sur des projets qui sont liés surtout à l'aspect environnement, énergie renouvelable, efficacité énergétique. Donc, ça aussi, vous l'avez cité, c'est très important. Et aussi, je voulais mettre l'accent sur l'efficacité énergétique parce que c'est bien de gagner des énergies vertes, mais aussi, il est très important de rationner la consommation énergétique. Parce que on peut gagner des énergies, que ce soit vertes ou fossiles, mais si on ne sait pas rationner notre consommation, que ce soit la production ou domestique, donc on ne fait rien. Et Dieu sait que l'Algérie est en face d'un défi énergétique, même si on est producteur d'énergie. Donc c'est très très important, l'efficacité énergétique. Sur l'aspect socio-économique, c'est exactement comme vous l'avez expliqué, monsieur le ministre. Il y a l'aspect financier et l'aspect économique. Et l'État devrait en fait ne plus avoir cette vocation de faire tout. C'est très très important. Mais il est très important que l'État assure le climat de l'investissement. C'est ce qu'elle doit faire en fait. Elle ne doit plus penser à investir sur des projets colossaux comme celui-là. En fait, j'ai oublié de vous féliciter pour ce projet et cette vision. C'est très très important. Et vraiment, je vous encourage et je vous félicite d'aller vers l'avant. Donc, je reviens sur l'aspect humain. Donc, l'État doit en fait faire les études qu'il faut. Voilà, l'État doit investir sur ce que vous faites. C'est-à-dire, elle doit investir sur le travail que vous avez fait
et aller pousser ça pour faire des estimations de coûts et de retour d'investissement, ça c'est le rôle de l'État. Et après, d'aller chercher les investisseurs qu'il faut, dire que voilà, on a fait les études qu'il faut, voilà l'investissement, qu'est-ce qu'il va coûter et qu'est-ce qu'il va rapporter. Et la dernière mission de l'État, c'est assurer que, par exemple, un investisseur vient qui va mettre 10 milliards, au bout de 3 ans, il va gagner 1,15 milliard. Elle doit assurer ça, elle doit lui donner l'assurance qu'il faut. Et là, il y a vraiment beaucoup d'investisseurs qui vont venir et qui vont croire à ce projet. Voilà. Bravo encore une fois. Je vous souhaite tout le courage du monde. Merci pour votre intervention. Donc oui, la partie, bien sûr, financement, partenariat, est un chapitre extrêmement important du projet. Les choses, il faut savoir, alors on a imaginé ce projet de prime abord comme un projet de souveraineté nationale, donc il faut que les choses soient claires. Donc c'est un projet qui doit être porté par l'État, piloté par l'État. Mais cela n'empêche que maintenant tout se fait dans des partenariats publics-privés, partenariats nationaux étrangers, consortiums, montage financier, les banques mondiales. Donc tout peut se faire. Donc c'est un métier en soi. Le montage financier pour ce type de projet, et c'est quelque chose, l'expertise existe et les projets existent de par le monde. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement. Mais l'État doit piloter, doit avoir, comment dire, la primauté en tous les cas sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, ben, ça fait partie du... Ben, on veut le voir. Non, en fait, c'est pas exactement cette image parce qu'en fait, on n'a pas arrêté comme je vous avais dit, donc on est en train de travailler maintenant sur... C'était pas le but de cette conférence. Le but de cette conférence, c'était vraiment de un petit peu donner une mise au point sur ce qui a été fait, ce qui doit se faire. Notamment en milieu donc, académique. C'est pour ça qu'on s'est adressé aujourd'hui aux étudiants. Mais n'empêche qu'on essaie aussi de vous donner un aspect sur l'aspect des notions sur l'aspect opérationnel du projet, qui est aussi important. Voilà. Donc, mais pour nous, honnêtement, le plus important, donc, il faut, je pense, tout réimaginer, tout réinventer, y compris la manière dont on construit peut-être des ponts. Donc ça reste encore des ponts du XXe siècle. Donc maintenant, on est en train d'aller vers d'autres structures, un autre type d'engineering, d'autres innovations. Les ponts eux-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont connectés, sont des ponts high technology, sont des ponts qui produisent de l'énergie, sont des ponts efficients, qui sont même autosuffisants en termes d'énergie. Alors, tout l'aspect après économique et financier, vous avez bien fait de souligner, M. Chali, il y a la rentabilité économique et il y a la rentabilité financière, et je pense que là, peut-être qu'on pourrait même avoir les deux. Voilà. Donc, tout ça est fait pour, en fait, remettre Alger quelque part dans le monde, la replacer au centre des enjeux internationaux, dire que c'est une grande capitale, encore une fois, une grande métropole en devenir. Moi, je suis absolument certain. Et donc, elle doit se préparer, elle doit faire face à tous ces défis parce que ça ne sera pas facile. Donc, il y a un temps, à un certain moment, il y a des opportunités qui se présentent qu'il faut saisir et qu'il faut vraiment agir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un point de non-retour où le tissu devient complètement tellement désorganisé, tellement dense, tellement congestionné qu'on ne peut plus faire de marche arrière. Il ne s'agit pas de faire de grandes opérations de table rase, il ne s'agit pas, donc on n'est pas dans, ce n'est pas tenable et ce n'est pas acceptable. Donc là encore, il y a encore des solutions qui peuvent être projetées, notamment vers l'Est, revenir sur l'Ouest à travers la baie, reconnecter le tout, proposer des mobilités,
les îles flottantes, le viaduc, les points d'ancrage qui seront réaménagés. Donc, si on doit segmenter le projet, en fait, il se fait en plusieurs parties. Donc, il s'agit aussi de faire une estimation de chacune des parties, de chacun des points du projet. Mais ça, c'est un autre débat donc qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Bonjour à tous, donc je commence par me présenter, c'est Madame Sambouli Ben Khaled Nabila. Donc je suis enseignante en atelier en 3e année. Et bon, tout d'abord je vous félicite pour votre projet qui est très intéressant. Et ça va, vous arrivez à... Oui, oui, très bien. Très bien. Okay. Donc bon, j'aurais 2 questions à vous poser. La première, c'est de savoir où en est-il par rapport à ce projet, par rapport à la présentation du projet aux instances nationales. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pu le présenter au ministère, etc. Et est-ce que vous avez eu un retour sur ça? Et donc, la deuxième question, c'est par rapport au concours d'idées nationales que vous avez lancé en 2019, je crois. 2018. Voilà, en 2018. Et donc, je me posais la question par rapport au projet lauréat. Est-ce que ce sera ce projet que vous allez, c'est-à-dire présenter aux instances nationales, administratives, etc. Et voilà, donc c'est-à-dire la suite, le après concours d'idées, et notamment par rapport au lauréat. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Donc, effectivement, le concours qu'on avait initié, c'était un concours d'idées, qu'on avait bien souligné, que c'était en fait se permettre toutes les folies possibles et imaginables. Et d'ailleurs, ça a été, on l'a dédié aux jeunes de moins de 30 ans, on a insisté sur ça, pour voilà, il y avait un jury international, on voulait mettre en lumière notre jeunesse, notamment les architectes, les jeunes architectes, les étudiants, etc. Donc c'était pour nous important de les placer au centre du projet et dire, allez-y, imaginez les projets les plus fous, on est dans une situation de concours, d'idées, faites ce que vous pouvez faire, allez disons, à la limite de votre, voilà, de votre créativité, parce qu'il y avait un jury à côté, il y avait Rem Koolhaas, entre autres, il y avait Saskia Sassen, il y avait beaucoup de membres du jury algérien, ils étaient nombreux. Et donc pour nous, c'était un prétexte, voilà. Et c'était quelque part pour mettre en avant notre créativité et notre jeunesse, et notamment les jeunes. Donc, non, il n'y a pas de suite par rapport, parce que le concours, il n'est pas relié au projet directement. C'est une des phases du projet pour susciter en fait l'intérêt, la créativité et essayer de fédérer les jeunes autour de cette idée. Voilà. Pour la deuxième question, pour la première, donc, il y a un comité de pilotage qui est en train de se constituer. Donc, pour être une interface entre les membres du comité de pilotage et les pouvoirs publics, donc les différents ministères. Le projet a été présenté, il y a eu l'événement, je ne sais pas si vous vous rappelez, Alger Smart City en juillet 2018. Donc il a été inscrit officiellement, donc on l'avait présenté, on avait notre stand. D'ailleurs on avait reçu beaucoup de visites et beaucoup de curieux par rapport à cela. Mais depuis, donc il a, on va dire, évolué en un comité de pilotage où c'est un peu plus maintenant technique, moins médiatique, où on essaie de se concentrer sur les différents segments et les différents aspects du projet. Donc, secteur, comme je disais tout à l'heure, secteur par secteur, pour pouvoir présenter aux différents ministères, aux différentes instances et pouvoir plus tard entamer quelque chose voilà, qui puisse débloquer le... mais rien n'est garanti, hein, je veux dire, il n'y a aucune... je veux dire par là, nous on est là... Non, il n'y a pas d'accord de principe.
Il n'y a pas d'accord de principe pour que les choses soient claires. Mais pourquoi ne pas l'inscrire, c'est toute une bonne idée, comme Madame Stromboli, je me rappelle, avait été comme Serge Pontoise, le congrès de Pontoise. Le moment, c'est de dire dans l'atelier, c'est-à-dire un atelier, avec votre comité, avant que les décideurs s'inscrivent, c'est comme en 2018, c'est proposer un travail de réflexion à long terme, comme propose une Pontoise, et un atelier qui fait que, mais un concours international, pas national. C'est-à-dire avec différentes écoles étrangères. Absolument. Et ça va percuter. Bien sûr, ça va donner du poids, de la consistance au projet. Bien sûr. À la décision des professeurs. De toute façon, à un certain moment, on sera obligé de passer par là. Le projet est tellement grand, il est tellement vaste, il touche à tellement de secteurs. Donc, par exemple, si vous voyez juste les 3 points d'ancrage où il faut réaménager complètement du côté de Bedlouet, du côté du jardin d'essai ou du côté de Magnifique, c'est des projets en soi. Donc, juste ces zones-là. Le projet, le pont lui-même, le viaduc, c'est un projet en soi. Les îles flottantes, c'est un projet en soi. Le système de régénération et de filtrage et de la baie, c'est un, etc. Donc, il faudrait à un certain moment donc, segmenter et découper ce projet en petits projets, mais tout en gardant un œil, qu'il y ait un comité de pilotage sur la stratégie globale et dire que voilà, il ne faudrait pas qu'il nous échappe, parce que le risque dans ce type de projet, c'est qu'on puisse rapidement être dépassé, voilà, que ce soit sur le plan financier, mais M. Chagat a bien insisté, et elle a bien fait d'insister sur le fait de sécuriser les financements, pour qu'il n'y ait pas des catastrophes où on se retrouve avec des projets à l'abandon, des structures comme ça en attente, etc. Donc, il faut qu'il y ait sécuriser le financement pour dire que le projet aboutira coûte que coûte, quelles que soient les circonstances économiques, parce qu'on ne peut pas prendre le risque, ce n'est pas un petit projet où on peut abandonner comme ça. Mais qui peut, voilà, moi la réponse, pardon, excusez-moi, oui, question que je non, c'est monsieur le ministre qui doit nous dire, il y a des données, il y a des clous. Pour sécuriser un projet, c'est quand il est d'abord viable. Non, d'abord il est transparent, il est connu mondialement. Ah oui, bien sûr. Et en plus, au ministère de l'Habitat, normalement, nous, on a voulu l'introduire, mais maintenant tu peux le faire. Le ministère de l'Habitat n'est pas contre ces concours, comme celui pour Pontoise ou d'autres concours, mais il faut le monter toi-même, et pas par le ministère de l'Habitat. Ils n'ont pas les financements pour monter tout ça, simplement. Et le fait que les investisseurs, au fait investir, c'est qui tout double, hein. On t'en parle aussi. Les dépenses, qui tout double. Vous savez pourquoi les investisseurs sont réticents? C'est pas seulement à la sécurité du projet, parce qu'il y a des lois, il y a des textes de loi, il y a un avocat, etc. C'est au niveau de la fiabilité de ce projet. S'il n'est pas, comme disait monsieur, au niveau, si tous les aspects que vous avez présentés, chacun a son compte, c'est-à-dire chacun pour son compte, énergie, etc. Voilà. Absolument. Et maintenant, je pense que je suis très optimiste, vous savez, il faut être optimiste, il faut toujours être optimiste, et je pense que vous allez avoir une réponse si encore il faut le médiatiser. Parce que nous sommes dans l'ère de communication. On a tous les moyens pour peut-être, ça peut arriver à une personne qui n'a pas, qui n'est pas, I've got the money, I've got the money. Et c'était tout l'intérêt du projet, voilà. C'est on l'a présenté de façon complètement upside down. Donc, c'est un projet, c'est d'avoir une idée, ensuite donc une vision. Et on a commencé par le partager directement avec le grand public, à solliciter les réseaux, etc. Chose qui est rare. Donc, en général, ce type de projet vraiment se font dans le secret. Bon. Donc, maintenant, nous, il y a 5 ans déjà, on est de prime abord, on a dit, voilà, on met tout ça sur la table, on fait participer les jeunes, on fait participer les étudiants, on fait participer le grand public, les gens qui ne sont pas du métier aussi, parce que c'est eux qui vivent finalement la ville et et c'est, je pense, leur avis est le plus important d'ailleurs. Si on veut demain avoir un bien-être au niveau de notre capitale, donc il faut solliciter. Ça, il y a eu, bien sûr, après il y a eu des interruptions, il y a eu la pandémie, il y a eu déjà 3 années qui sont parties où le projet a été mis plus ou moins en veilleuse. Mais là, je pense que c'est l'opportunité peut-être de le relancer, et voilà, cette fois-ci. Les étudiants, personne.
remercie pour toute cette présentation qui, je pense, est bénéfique pour les étudiants. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Oui, depuis 1993. Sincèrement, je suis étonné qu'un vélo d'études qui se lance dans la recherche pendant, vous avez depuis 2017, oui. Et sans aucun support, vous corrigez, sans aucun qualité. Non, non, au contraire, on est dans le négatif. On paye pour ça, c'est nous qui payons. Là, sincèrement, je suis étonné et je vous encourage dans ce chantier parce que c'est pas facile. Je connais des vélos d'études et un vélo enfin un architecte qui s'installe, c'est pour gagner de l'argent. D'accord. On perd, on vous rassure, on perd de l'argent avec ça. Là, c'est dans un projet, en parenthèse pharaonique. Et derrière le projet, il y a des senti de la recherche. Ce n'est pas uniquement un projet à la liste, ça va un projet. Il y a certaines recherches et ce côté participatif, et je trouve qu'il est vraiment à encourager. Bon, j'allais poser la question, elle a été posée par Mme Stambouli. Depuis 5 ans, même pas un encouragement des autorités à le plus ou moins OK par OK pour que vous puissiez continuer dans vos démarches. Et là, sincèrement, je vous félicite pour votre courage et votre abnégation. Tenir sur 5 ans, et comme vous dites, à part le stand là, vous persistez, sincèrement, courage. Et je suis un petit peu impressionné, madame, elle a insisté pour la photo. Et là, c'est Jesse Dezer, un architecte qui pense, Jesse Dezer, c'est beaucoup plus, je ne suis pas tant ingénieur, mais un architecte qui s'investit dans... Et là, sincèrement, je vous le remercie. Et ce n'est pas nouveau. Le plus haut port du monde, le podium Mio, a été fait par un architecte. Oui, donc, à travers votre présentation, vous n'avez pas tout présenté, mais on n'a pas vu des façades, des portails. Vous avez axé votre intervention sur le pont, et je trouve l'idée, elle est vraiment intéressante. Alors, pour finir, une question qui m'a un petit peu intéressé, parce que je m'intéresse à ça, c'était le contrôle des fonciers. Qu'est-ce que vous voulez dire par le contrôle des fonciers? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est sûr qu'un projet pareil, c'est sûr que vous allez rencontrer des gens quelque part qui sont un petit peu contre, ou qui vont dire c'est pas possible, le foncier. Un projet pareil, ça peut paraître difficile, parce que c'est 50 km², bon, un petit tracé carré. Donc, on est obligé d'avoir 7 km de côté. Et le côté est, côté Raya, Harawa, Raya, il n'y a pas si 7 km de libre. Donc, avec le contrôle du foncier, vous voulez implémenter un projet aussi intéressant, est-ce qu'il ne vous semble pas que c'est un petit peu trop ambitieux parce qu'il n'y a pas de sens? Bon, en parenthèse, je vous encourage parce que l'exemple qu'on a dit, c'est le ministre pour la Défense. La nouvelle ville de Guyane, ce n'était pas un foncier libre à 100%. Il avait des petites localités qui ont été intégrées dans le projet. Donc dire d'emblée, il nous faut 7 km² de côté pour qu'on puisse faire notre projet, je vous dis, quelque part, c'est possible et c'est impossible. Oui. Mais sincèrement, pour clôturer, je voulais bien avoir une réponse sur le contrôle du foncier. Sincèrement, je vous félicite. Merci pour, si vous permettez, une petite anecdote. Oui. M. Gabriel, moi j'ai passé 5 ans ici et je garde de bons souvenirs. Mais un fait qui m'a vraiment marqué, à chaque fois je le répète. On était en 4e année, l'atelier qui se trouve à ce côté-là. Tellement je fais les petits détails. À côté du gars. Non, pas à côté de votre. À côté de votre. Je suis pas mémoire, c'est pour ça que je suis revenu. Et l'atelier d'une sommation tout à fait. Alors, une fois, on avait beaucoup de travail. Il faut afficher, il faut, etc. Et on voulait faire une petite révolution au niveau de l'atelier. Donc, on s'est entendu avec les étudiants de faire, pas une révolution, la grève, là, non. On voulait discuter avec M. Denis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu un peu tôt, on a arrangé les tables, sous forme de réunion comme ça. On s'est arrangé, bon, on a désigné un délégué pour parler, pour revendiquer quelque chose. M. Denis, il est venu. Le bloqué autour de... Qu'est-ce qui se passe?
pense qu'on a envie de parler avec vous. Oui. Sincèrement, un calme cathédral. Il nous a scotché, sincèrement. On a commencé à parler, il nous a laissé tout le temps. Il n'a ni crié, ni rien du tout. Ah, sincèrement, c'est parmi les bons souvenirs que je garde de ce journée. À la fin de nos revendications, il a intervenu 2 mots, 3 mots. Oui. Il nous a remis à l'ordre d'une façon Merci infiniment pour cette émouvante anecdote. Voilà, avec ça, merci. Pour revenir à la question, oui, du foncier. Effectivement, c'est une zone extrêmement complexe. Et donc, une des approches que nous voulons en fait expérimenter dans cette zone, c'est en fait de greffer de nouveaux tissus tout en régénérant l'existant. Voilà. Donc, ça va être en fait des îlots appelés comme ça de modernité ou des sortes de greffes, de telle sorte à ce que ces greffes-là prennent et après prennent le dessus sur ce qui ne fonctionnait pas très bien. Et donc, essayer de régénérer ce qui fonctionne mal, tout en greffant ce qui fonctionne bien, tout ce qui était... Et effectivement, si on parle de surface, donc là, en fait, il y a 5000 hectares à peu près, mais c'est brut, 5000 hectares. Donc il y a, en fait, il y a moins, quand vous allez constater, mais aussi il y a des possibilités d'expansion. Donc nous, on a gardé le chiffre de 50 km², donc à peu près 5000 hectares, mais il ne faut pas l'imaginer comme un terrain nu. Voilà. Donc il faut vraiment être prudent sur ça, parce qu'il va falloir intervenir au cas par cas, faire pas un zoning, je déteste ce mot, mais en tous les cas, déterminer des périmètres et intervenir. Et ça peut être des projets, mais vraiment super intéressants, parce que c'est dans un milieu urbain dense, c'est dans une grande capitale, et ça peut donner des résultats, moi je pense, vraiment inattendus. La seule, on a parlé tout à l'heure d'hyperdensité, hypermixité, hyperintégration. C'est ça, c'est le seul critère, parce que si on s'amuse à utiliser ce territoire qui est précieux, mais on ne le rentabilise pas, entre guillemets, en termes d'occupation, on n'aurait rien fait. Donc, ça n'a aucune valeur. La seule valeur que peut porter ce territoire-là, c'est qu'il faut qu'il soit extrêmement mixte, extrêmement dense et extrêmement maîtrisé. Donc, voilà. Et là, moi, je pense qu'il peut y avoir vraiment des projets super intéressants, des concours et aussi internationaux. Donc, il faut imaginer aussi qu'il y ait des grands bureaux d'études, des bureaux d'architecture de par le monde qui s'intéressent après à ce projet-là et qui pourraient participer au cas par cas dans les différents concours. Oui, les ateliers, on en parlait déjà. Voilà. Donc, c'est ça par rapport. Besoin d'être intégré dans une stratégie. Sans une stratégie d'aménagement du territoire qui porte sur le long terme, de tels projets structurants risquent de souffrir dans leur concrétisation. Et donc, une des conditions de réussite d'un tel projet, c'est qu'il soit intégré dans une stratégie. Et malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas encore cette stratégie à long terme sur l'aménagement du territoire et sur même l'évolution de notre société. Parce que de tels projets sont porteurs de modernité. C'est pour aller vers la modernité de notre pays. Et donc la stratégie elle-même devrait être une stratégie de modernité. Pour que ce projet ne soit pas implanté de manière, je dirais, ponctuelle ou exogène, mais qu'il soit intégré dans une démarche de toute la population et qu'il soit accepté comme tel. Et à ce moment-là, ce projet sera concrétisé. Parce que sur le plan technique, ce projet-là, et de ce côté-là, je crois que ça nous
donne espoir. Il reste encore beaucoup d'espoir dans les jeunes architectes, les jeunes paysagistes, les jeunes paysagistes algériens, mais aussi avec la collaboration de spécialistes et dans le cadre de partenariat. Sur le plan technique, il n'y a pas d'inquiétude. Sur le plan financement, là aussi, je ne crois pas qu'il y ait des inquiétudes particulières dès lors que l'on dissocie sa réalisation et son financement de l'État. L'État doit être le vigilant, le pilote, le garant. Mais il ne doit pas être mêlé ni à sa réalisation, ni à son, disons, à son fonctionnement, son exploitation. Sinon, il risque de subir les contraintes que subit l'État, de par ses ressources, de par ses moyens humains, de par ses propres projections politiques, et ce projet risque d'en souffrir. Il faut le dissocier totalement de l'État dans sa phase réalisation et dans sa phase exploitation. Cela étant, je termine quand même pour dire bravo, encore une fois bravo, et je vous assure qu'un tel projet donne de l'espoir, il nous redonne de l'espoir, même si de temps à autre, nous sommes un petit peu dans le creux de la vague, on a quelques vagues à l'âme pour dire il y a peut-être quelque chose, on ne peut plus rattraper les choses, mais un tel projet nous redonne espoir, et nous donne espoir aussi dans les potentialités des jeunes architectes qui très certainement vont le porter. Merci encore une fois. S'il n'y a plus de questions, voilà. Vous voulez bien entendre des études. Ah bah oui. Venez. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour votre projet, pour votre présentation. Donc j'aurais une question, c'est par rapport au côté ouest d'Alger. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une priorité de d'abord revaloriser ce territoire, cette partie du territoire, repenser ce côté pour aller chercher un autre développement de l'autre côté de la baie d'Alger? Est-ce que ça fait partie de vos projets? Surtout que ça s'inscrit dans surtout que les projets prioritaires du BDO s'inscrivent majoritairement sur cette partie ouest d'Alger. Voilà, c'était la question. Merci à vous. Une autre question. Alors, excellente question et excellente remarque. Vous parlez de la partie ouest, donc le centre historique, le centre actuel, ce qu'on appelle Alger Centre. Grosso modo, la Caspa, la vie coloniale. Donc, évidemment, le projet, la matrice que nous projetons, elle tient compte aussi bien de la partie ouest que de la partie est. Et d'ailleurs, toute notre réflexion est portée sur ça. C'est comment, en fait, au lieu... Alors, je vais vous dire, parce que c'est une bonne question. En fait, on n'a pas cessé d'intervenir sur des points ponctuels autour d'Alger. Donc, il y a eu les différents plans que vous avez cités. Tous ont eu ce point commun et cette intention de régler des problèmes de façon ponctuelle, que ce soit sur le temps ou sur le lieu. Et pour nous, il était temps, parce qu'on a vu, disons, les limites de ce type d'intervention et les résultats surtout que nous subissons tous aujourd'hui. Donc pour nous, il était extrêmement important d'inverser un petit peu la logique et de voir les choses autrement. Et dire que d'abord, il faut réfléchir à Alger comme un tout autour de sa baie. Tout en, c'est comme le tissu dont on parlait tout à l'heure, greffer du nouveau tout en régénérant l'ancien. Toujours. Donc toujours cette démarche. Penser déjà au futur tout en s'occupant du passé ou du présent. Donc, parce que si on n'arrive pas à avoir cette vision globale,
on sera toujours face à un mur. Donc on va toujours heurter ce mur-là, parce que oui, peut-être qu'on a réglé un problème ponctuellement, mais ce problème-là ne réglera jamais en fait la problématique d'Alger en tant que ville ou en tant que métropole. Donc toujours, nous, ce que nous préconisons, c'est pour ça que nous avons projeté cette matrice. D'ailleurs, si on a les 3 points d'ancrage, c'est essentiellement pour ça. Par exemple, comment mettre la Casbah au centre de ce nouveau, disons, projet. Ça paraît, disons que ça ne paraît pas évident de prime abord, mais pour nous, la Casbah, elle sera au centre de ce projet parce qu'elle sera accessible de partout, elle sera visible de partout, elle sera mise au centre du processus, au centre de la baie, et donc qui va constituer en fait un symbole fort d'Alger qu'on a un petit peu perdu, parce que parce que remettre la Casbah au centre du jeu, c'est aussi la préserver. C'est comme la baie. Remettre la baie au centre du jeu, c'est aussi s'en occuper, la préserver, l'occuper. Donc, en tout territoire ou tout lieu, à partir du moment où on le quitte, où on lui tourne le dos, fatalement, ce territoire-là se retrouve à des difficultés, à dépérir ou à être... voilà. Donc, pour nous, c'est remettre l'attention sur toutes ces parties d'Alger, pas une seule partie. En parallèle, parallèlement, et réfléchir à toutes ces stratégies qu'on peut mettre en place. Et c'est pour ça que la matrice, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Au-delà des projets ponctuels. Voilà. Mais la matrice, c'est aussi une clé de lecture du tout, de l'ensemble. On peut intervenir ponctuellement, et on doit le faire, mais aussi reprendre une plus grande échelle et voir l'ensemble, comment il fonctionne en tant que tout, pas uniquement par partie. C'est comme un corps humain. Vous devez agir parfois sur l'ensemble. Voilà. Oui. Alors monsieur, je vous remercie pour votre présentation, surtout parce que je pense que votre projet va régler le problème des fragments de la façade maritime, là où la façade qui s'arrête à un caroubier, et puis elle n'est plus homogène. Mais par contre, je veux savoir votre avis pour la partie ouest, puisque c'est là où je travaille mon projet de fin d'études. Par rapport à l'expérience de l'eau et par rapport à le fait de relier la mer à la ville. Là où il y a le seuil, les frontières de la route numéro 11 et du chemin de fer, comment pensez-vous relier la ville à la mer? Vous pouvez nous montrer sur la carte alors, moi je suis ici, par rapport au port. D'accord. Ma deuxième question, c'est aussi par rapport à la gare centrale. Vous avez parlé du transport multimodal, alors qu'on a, nous, des infrastructures. Comment peut-on les insérer dans ce contexte de la multimodalité par rapport à la gare centrale qui est proche du métro, et comment peut-on insérer la multimodalité par rapport aux infrastructures déjà existantes? C'est ça, merci. Alors, concernant le rapport à la mer, donc évidemment, il est au cœur de nos préoccupations, parce que enlever cette idée définitivement de dire que la baie tourne le dos à la mer, qu'on tourne le dos à la baie, etc., malgré tous les projets qui ont été initiés sur la baie d'Alger. Donc, nous, on veut, c'est-à-dire frapper fort et dire que voilà, on peut investir la mer, carrément. On peut l'investir, on peut se l'approprier, on peut l'annexer. Bon, j'utilise des termes peut-être c'est un peu radical, mais il faut imaginer comme ça. On veut en faire un territoire urbain, parce que pour nous, la baie d'Alger constitue un territoire urbain en soi, à part entière. C'est pas quelque chose qui est détaché de la ville ou qui finit par nous échapper. Donc, en tout point de la baie, vous allez retrouver ces connexions-là. Et pour dire qu'à tout point, donc on en a projeté 7,
il pourrait y en avoir plus, mais ça fera au fur et à mesure des études, pour dire qu'on a accès facilement à la mer et à tout moment. Et à partir du moment où on a ce point d'entrée, on peut aller partout. Donc, on peut emprunter les différentes mobilités, comme on a dit. On a des mobilités à la carte. Donc, dès qu'on a cet accès-là, donc on est dans ce tunnel ou dans ce système, sur la matrice, on finit par pouvoir aller partout sur Alger, se déplacer de la façon la plus optimale possible. La deuxième question, oui, c'est pareil, la multimodalité. Tout est basé sur ces vecteurs de transport. Sauf que nous, on a fait une sorte de segmentation et dire qu'il y a différentes vitesses de mobilité ou différentes sortes de mobilité. On a parlé tout à l'heure, celui qui veut aller vite, celui qui veut se balader, celui qui est touriste, celui qui va au travail, etc. Donc, celui qui veut prendre la mer, celui qui veut apprécier la baie, celui qui veut philosopher, celui qui veut... voilà. Donc, chacun aura le choix à un certain moment, parce qu'à partir du moment où vous donnez le choix, les gens vont opter après. Ils vont dire, oui, pourquoi pas finalement, aujourd'hui je fais ceci, demain je fais cela, je prends un abonnement, j'ai des avantages, je suis étudiant, etc. Donc, j'utilise mon application. Donc, tout deviendra... On fera dans tous les cas de telle sorte à ce que tout devienne simple et facile pour se déplacer dans la ville, d'est en ouest. On ne se posera plus la question pour dire est-ce que je vais mettre 1 heure pour... Et là, ça change tout, parce qu'après, le fait de vivre à Alger, on vivra à Alger autrement. Ça deviendra réellement une ville, une capitale qui sera... qui va s'étendre de l'est à l'ouest. On va découvrir des territoires et des quartiers qu'on n'aurait jamais peut-être vus parce que, voilà, tous les problèmes, pour tous les obstacles qui existent, etc. Donc on peut aller même sur les hauteurs d'Alger, redescendre. C'est-à-dire, ça paraît pas évident et peut-être tellement on est dedans et tellement on subit ces pressions-là et cette congestion et ces difficultés que je puisse comprendre qu'on a du mal, disons, à se projeter, à dire que demain, voilà, on pourra être dans un système qui soit extrêmement fluide ou qui soit aussi durable, qui soit aussi, qui va contribuer aussi, désolé de revenir sur ça, mais la baie pour nous, c'est vraiment un territoire qui sera régénéré, qui va produire de l'énergie, qui sera un territoire où on va aussi, par exemple, éduquer les plus jeunes, les sensibiliser sur l'environnement. Donc, imaginez, c'est ramener des écoliers ou ramener des étudiants sur la baie, hein, je veux dire carrément sur la baie, et leur faire apprécier ce panorama, ce paysage, et leur dire voilà, ça c'est quelque chose qu'on doit en prendre soin, c'est notre ville, c'est notre capitale, voilà comment on l'imagine. Et voilà, donc c'est tout un état d'esprit qui doit changer. Voilà. Merci. Chose, c'est-à-dire que le réseau existant, il a une certaine qualité et une certaine approche dans la mobilité. Mais on pourrait le renforcer par, donc, comme on l'a montré, les points d'ancrage. C'est là où on pourra intervenir sur une autre manière de se déplacer. Parce que le tissu urbain, actuellement, surtout sur cette zone, est très fragile et très ancien, donc très délicat dans l'intervention. C'est pour ça qu'on a essayé d'aller un petit peu plus loin pour le contenir dans ce réseau. Voilà, donc on ne va pas aller directement sur la gare centrale, ou ce que vous avez donc, mentionné tout à l'heure, mais on va aller juste à côté pour pouvoir l'intégrer dans le plan de mobilité. On va finir avec ça. Bonjour, je vous félicite pour l'ensemble, l'idée, l'initiation, même le projet, que je trouve vraiment génial à mon avis. Je ne sais pas pourquoi ils ont tous pas fait de grimace, alors que moi j'étais waouh, c'est vraiment beau. Mais j'ai une petite question out of the box. Je ne réfléchis pas autant qu'un architecte, mais je réfléchis autant peut-être qu'un citoyen. Il y a le monsieur là-bas, il a dit un mot, c'est l'évolution de la société. Est-ce que vous pensez que après
après tout centré sur Alger, genre, un projet comme celui-là, c'est énorme. Genre, ça va changer beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup d'état d'âme, quoi. Est-ce que vous pensez que ceux qui habitent au plateau ou même au Sahara, ils vont pas en fait, on va remarquer une augmentation démographique parce qu'ils vont bouger de bas en haut, et donc je pense que peut-être après plusieurs années, genre on va remarquer aussi qu'il y a une augmentation démographique qui va créer encore la même crise de jour. Merci pour cette question pertinente. Alors, on veut faire de ce projet un précédent, c'est-à-dire, on a dit un modèle, un exemple, un prétexte. C'est-à-dire que ce projet, il faut l'imaginer répété sur tout le territoire national. Oran aura son propre projet, Annaba aura son projet, les villes sur les hauts plateaux auront leur projet, les villes dans le sud, c'est super important, auront leur projet, leur propre vision, et donc un projet qui soit adapté au territoire et à la région à chaque fois, donc avec ses caractéristiques du site et de la... Et ça, moi je pense que ça peut être extraordinaire parce que dire ah oui, ça a fonctionné à Alger, genre ça fonctionnera à Oran, à Constantine, etc. ou à Adana. Donc, et les cultures, elles vont, moi je pense, évoluer. C'est vrai que la culture des mobilités, tellement on a été habitué à la voiture ou au bus, parce que bon, maintenant il y a les VTC, c'est vrai qu'on commence, et bizarrement en 5 ans, le VTC a pris vraiment beaucoup d'ampleur, et on voit que maintenant on utilise notre portable aussi pour se déplacer. Mais là on va proposer, on va aller au-delà, parce que c'est pas que se déplacer, mais c'est un art de vivre. C'est-à-dire que je ne me déplace pas juste pour me déplacer, je me déplace en fonction de mon humeur ou de mon besoin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ces fameuses mobilités à la carte et dire se déplacer partout dans l'Alger. Il n'y aura plus de territoire inaccessible, y compris la mer. Donc c'est ça qui est très important. Et à partir de là, ça devient une ville, ça devient une métropole, vraiment. Elle méritera son titre de grande métropole africaine, méditerranéenne et mondiale. Et s'accrocher à de grands événements, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'organisation, à être candidat à l'organisation des Jeux Olympiques ou encore mieux une exposition universelle comme celle de Dubaï et Osaka en 2025, ça va apporter encore un plus sur le plan culturel, sur le plan... C'est vraiment quelque chose, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, c'est l'urbanisme événementiel. Moi, j'aurais employé un autre terme, mais c'est ça, il faut s'accrocher à de grands défis, à de grands projets et s'y atteler, c'est-à-dire il faut absolument sécuriser. Quand on s'engage dans un projet, il faut le sécuriser sur le plan financier, politique, tout ce que vous voudrez, pour qu'il aboutisse, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il est hors de question de s'engager dans un projet d'une telle envergure et qu'il y ait des risques après d'abandonner. Voilà, merci. Je vous remercie. Bien sûr, ça me dérange pas, c'est une bonne question, mais je pense qu'elle n'a pas su la bien poser. Si tu permets, je voudrais ajouter ta question qui est intéressante et importante, c'est qu'aujourd'hui, tiens, demain, nous serons 8 milliards d'habitants. Demain, voilà. Vous savez, les villes, les capitales, c'est les jeunes qui la font. Alger, les années 70, c'est le fashion show, etc. Maintenant, c'est normal qu'il y aura